Donc j'ai pris du temps cet après-midi pour réfléchir un peu à quel angle, comment j'allais ajuster euh, l'angle de la discussion, ce que je voulais vraiment amener. Et ben, comme vous vous rendez bien compte, c'est un sacré défi en fait ce que j'entreprends ici, de, de parler d'un dharma euh, quelque part dans laquelle il y a une grande partie de métaphysique. Hein, souvent il y a un peu un dharma psychologique, on peut dire, et puis ici il y a vraiment la métaphysique, la connaissance de l'être. Et voilà, c'est forcément, clairement un domaine qui me dépasse énormément, énormément. C'est la question éternelle, c'est, euh, c'est le Graal. Et, euh, et donc, dans mon intention ici de ce partage avec vous, c'est d'ouvrir des questions ensemble. Voilà. Ce qui, je pense, je vous amène par mes compréhensions, mes recherches et tout ça, mais le but finalement, c'est de réouvrir des questions de manière à ce que vous, à votre manière, entamez votre propre recherche. Et se poser des questions, en fait, se poser des questions profondes, eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Il peut y avoir, à un certain niveau, le dharma peut être une manière d'aller vers un certain bien-être, vers une certaine tranquillité de l'esprit, ce qui est tout je veux dire, un aspect de la pratique spirituelle qu'on appelle le dharma, mais il y a d'autres noms. Hein. Et, et puis après ça, il y a un autre aspect, c'est vraiment de revenir à la question qui suis-je ou quelle est la nature de la réalité. Et là, on est tout à fait ailleurs. On est dans la question éternelle qu'on retrouve depuis des milliers d'années dans toutes les traditions, en fait. Et là-dedans, bah, je fais mon petit bonhomme de chemin, je mène ma propre enquête et je suis ici pour en discuter avec vous et pour vous apporter un petit peu mes questions et mes compréhensions. Et là, j'ai décidé euh, de repartir, de démarrer un petit peu, de prendre un quart d'heure, 20 minutes avec vous, d'un dharma, je vais dire, plus conventionnel, qui va sonner plus accessible peut-être. Et puis de là, essayer de faire le bond vers, de nouveau, retourner vers cette perspective qu'on peut avoir sur la nature de la réalité qui est assez contre-intuitive. Et je vais reprendre un exemple que qui a été très révélateur pour moi un jour. C'était pendant une retraite en Autriche. En Autriche, on fait des retraites dans lesquelles on fait du ski de randonnée. Et quand on part en ski de randonnée, on est, on est hors piste en fait. En dessous, il y a des pots synthétiques qui nous permettent de monter sur des sommets. On glisse et on redescend pas. Et du coup, ça nous permet de faire des sommets. Et puis après ça, on enlève les pots, on reclipe les skis et on peut faire du hors piste. Et, et voilà, la marche dans la neige et tout ça, ça pose énormément l'esprit. C'est une retraite qui a beaucoup de sens. La nature et tout ça, ça impacte énormément. Et là, on part ce jour-là. Comme on est hors piste, on est avec un guide de montagne et on fait un check du matériel de sécurité, et notamment de l'émetteur. Si en cas d'avalanche, si on est sous la neige, on a un émetteur qui émet et qui peut se transformer en récepteur si les autres sont sous l'avalanche et pas nous pour qu'on puisse les chercher. Et donc, on fait le check. Donc, on passe devant le guide et ça fait un petit bip à chaque fois qu'on passe devant le guide et il voit comme ça que notre émetteur fonctionne bien. Et puis, voilà, donc c'est le début de la journée, on part, on marche en silence dans les traces l'un de l'autre, dans cette neige complètement blanche, immaculée. On vient de faire le check, moi je suis dernier dans la file, et là j'entends, pendant la marche, j'entends un petit bip, 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 et là je me dis, ah, il y en a un qui a son émetteur sur récepteur, et du coup, qui reçoit les signaux des autres, et c'est pour ça qu'il bip. Normalement, ça ne fait pas de bruit, la machine, sauf si on l'a mise dans la mauvaise position. Il y en a un qui est sur la mauvaise position et du coup, et qui s'en rend pas compte. Et du coup, il y a ce petit bip, le gars devant moi, il y a son émetteur qui bip. Et voilà, ça me dérangeait un peu parce il y avait ce silence et puis ce son non naturel quelque part. Et ah, c'était pas très agréable dans mon expérience. Et puis, peut-être quelques secondes après, en écoutant, je me dis, mais
Mais non, c'est pas un émetteur, c'est un oiseau. Et là, genre, j'écoute et j'entendais comme un petit oiseau qui bip, bip. Je me dis, ouais, c'est quand même extraordinaire. Et du coup, j'écoutais. Et là, ma sensation, ma réaction à ce son avait complètement changé. Mais là, encore quelques secondes après, non, c'est pas un oiseau. C'est la chaussure du gars devant moi qui fait oui, oui, à chaque pas. Et là, de nouveau, oh, ma sensation change. Voilà, ça, c'est une expérience. C'est une expérience qui est très intéressante, à mon sens. Elle dit beaucoup, en fait, sur comment l'esprit interprète. Voilà, c'est son travail à l'esprit. Le travail de l'esprit. Alors, je ne fais pas forcément une distinction entre cerveau et esprit. C'est un peu confus, en fait, ces deux mots pour moi. Et, mais donc, c'est son travail d'interpréter toute chose. Perçoit les signaux et le transforme en quelque chose de compréhensible. Et donc là, au départ, il y a juste ce signal qui est dans l'air, cette onde, cette vibration, qui est perçue par l'oreille, transmise au cerveau, qui lui directement, et on le voit en méditation, lui doit reconnaître. Son boulot, c'est de reconnaître. Et directement, il dit, c'est le bip. Mais direct, ça va à la vitesse de la lumière. Ah, ce phénomène que je suis en train de décrire, qui est perception, donc là, il y a une perception pure, reconnaissance, directement, il y a interprétation, et puis après ça, j'aime pas ou neutre, une réaction émotive à l'interprétation, à toute perception. Ça vient dans la fraction de seconde, ça va à toute vitesse. Et donc, là, on peut voir que le cerveau a d'abord interprété d'une certaine manière, et ça a généré en moi une certaine atmosphère. Et puis, l'interprétation a changé et mon vécu a changé. Et une troisième fois, l'interprétation a changé et mon vécu a changé. Donc là, ça nous donne une clé, ça on peut le voir tout le temps. Les exemples sont innombrables. On en a dans notre quotidien tout le temps des exemples. On peut avoir par exemple, on est dans une pièce, je suis sûr que vous avez déjà eu ça, on est dans une pièce et puis il y a un mouvement sur le côté, peut-être que c'est la tenture qui bouge avec du vent, ou il y a quelque chose qui bouge et on croit qu'il y a quelqu'un. Ça, c'est la vitesse à laquelle va le cerveau pour essayer d'interpréter la perception. Et du coup, on croit qu'il y a quelqu'un, ça peut faire un petit choc, et puis on regarde et fait, ah non, c'est la tenture. Il y a eu une mauvaise interprétation du cerveau. Mais en général, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler une mauvaise interprétation. Ça colle plus ou moins à une certaine réalité conceptuelle d'interprétation. Un autre exemple d'interprétation est là, à ce niveau-là de l'interprétation, on n'a pas grand-chose à faire. Je vais dire au niveau de notre pratique, à part savoir que c'est comme ça, à part savoir que c'est le cerveau qui interprète et dit ce que c'est, toutes ces vibrations-là. C'est lui qui dit ce que c'est, qui nous donne une cohérence, une image. À part le savoir, on n'a pas grand-chose à y faire. Et de toute façon, je ne vois pas pourquoi y faire quelque chose. C'est tout à fait c'est son travail et on a besoin que le cerveau interprète tous ces signaux qu'on perçoit par nos cinq sens et nous donne une image cohérente de manière à ce qu'on puisse fonctionner. C'est logique, c'est nécessaire, ça fonctionne dans une certaine mesure. Par contre, c'est bien de savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais à d'autres niveaux, maintenant, on va prendre un niveau d'interprétation qui est plus psychologique. Là, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un principe physique, j'ai envie de dire. C'est vraiment un principe physique essentiel à la construction du cerveau. Mais un principe psychologique, un autre exemple, aussi très important pour moi que ceux d'entre vous qui connaissent mon enseignement ont déjà entendu, et ça va permettre en fait de faire le lien avec là où je veux aller. Un jour en Inde, un endroit où j'ai été avec certains d'entre vous d'ailleurs, qui s'appelle Adjepal, j'étais
j'étais à cet endroit-là, c'était il y a quelques années. C'est un endroit où j'ai vécu des choses très importantes pour moi parce que j'étais parti avec un âne dans le désert. Je m'étais arrêté pendant une semaine dans ce village au milieu de nulle part dans le désert, qui est même pas un village, il n'y a personne qui habite, c'est un ensemble de temples. Il y a juste un chai shop maintenant qui n'existait pas à l'époque. Et, euh, et donc, je reviens dans cet endroit après peut-être une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans que j'y suis plus venu. Je suis assis sur un rocher. C'est tous des rochers ronds empilés un petit peu les uns sur les autres, avec des tout vieux temples éparpillés et tout ça au milieu du désert. Et deux, trois grands arbres parce qu'il y a un point d'eau. C'est pour ça que c'est un endroit sacré où il y a des temples, parce qu'on est dans le désert, il y a un point d'eau. Et là, je suis assis sur un rocher et je vois, il y a des singes qui jouent dans les arbres. C'est un peu idyllique. Et dans ce que je vis, c'est un moment magnifique. C'est un moment hyper précieux. C'est touchant pour moi de revenir là après 20 ans. C'était le début d'une grande, grande aventure. L'endroit est très, très fort. Mon esprit est très posé. Je suis très conscient de la beauté du moment, très sensible. Et là arrive au loin, sur une piste, une Jeep avec la musique à fond. Comme toujours, hein, en Inde, il y a toujours la musique sur 12 quand ça va jusque 10, donc ça distorsionne à mort et tout. La Jeep arrive hyper bruyante avec plein de fumée derrière. Et sur la Jeep, sur le toit, à l'intérieur, blindé d'élèves d'une 15-16 ans, tous en bleu, uniforme bleu, uniforme scolaire national, qui vont, et la Jeep s'arrête au chai shop. Musique à fond, tous les élèves au chai shop, le chai shop est à une centaine de mètres de moi. Et là, les élèves viennent dans les rochers, viennent vers moi, mais ils ne m'ont pas vu. Et là, moi, je suis là et je sens qu'il y a une tension dans mon expérience parce que ça commence à ne plus correspondre. Et je crains, en fait, qu'ils me voient. Parce que j'ai pas envie de ça dans ce moment. D'avoir beaucoup voyagé en Inde, je connais les 10 premières questions. Euh, voilà, voilà, à ce moment-là, j'ai juste envie de rester dans ce calme, mais je n'ai qu'un espoir, c'est que ils boivent vite un chai et ils repartent. Mais ils viennent sur les rochers, là, et à un moment, donc moi, je suis assis, je bouge pas trop, il y en a un moment, du coin de l'œil, j'en vois un qui se tourne et qui me repère, il fait « Oh, là, un blanc !» Et puis, hop, comme une vague, c'est cette quinzaine de jeunes là qui arrivent, ils m'ont vu, ils sont tout excités, ils viennent autour de moi. Et là, je sens en moi d'abord cette tension de « Non, j'ai pas envie de ça ». Et puis après ça, je me dis « Et si je le voyais comme la vie qui vient à la rencontre de la vie ?» Donc, je change ma perspective. Au lieu d'être moi, Denis, qui vit un moment important, ce qui est vrai, je change ma perspective et je me dis, c'est la vie qui vient à la rencontre de la vie. Parce que moi, je suis la vie, eux, c'est la vie aussi. Et du coup, c'est une rencontre de la vie avec la vie. Et là, le fait d'avoir changé cette perspective, vous voyez, j'ai changé ma manière de voir les choses. Et ça a changé mon expérience. Du coup, c'était plus du tout un problème. L'atmosphère a changé. C'est pas du tout que c'est resté pareil. J'avais une quinzaine de jeunes autour de moi, super excités, qui voulaient tous se prendre en photo avec moi et qui me disaient tous les 10 premières questions. What's your name? Where you come from? Are you married? Et donc, d'où vous venez? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu es marié? Et voilà, est-ce que c'est bien l'Inde? Et toutes les questions premières qu'on a en voyage en Inde. Et en fait, c'était super agréable. En fait, c'était super agréable. C'était un très beau moment. Je me prenais vraiment au jeu. Et moi aussi, je leur posais des questions. Je restais en même temps à l'intérieur de moi très posé, très calme, pas du tout submergé par l'expérience. Et puis, ils sont repartis. Et il y a eu quelque chose de beaucoup plus linéaire dans mon expérience. Mais si ça a pu être comme ça, c'est parce que j'ai pu changer cette perspective. Déjà, j'ai accepté le changement, la permanence. Donc, ce moment était beau, mais il n'a pas duré. Et puis, ça s'est transformé en autre chose. Mais j'ai réussi, plutôt que de rentrer en résistance, à prendre une perspective, une manière de voir qui fonctionne mieux. La manière de voir que j'avais, c'est j'ai envie que cette expérience reste, je m'y accroche, je m'y attache, j'ai envie que cette expérience reste et je n'ai pas envie de cette expérience qui arrive. Et là, au lieu de faire ça, j'ai trouvé une raison, une manière de voir qui me faisait voir la beauté de cette expérience. Les deux sont vrais finalement. Ce n'est pas une question de une qui est vraie et l'autre qui est fausse. C'est juste que c'est le
le jeu, et très souvent c'est comme ça dans notre réalité, c'est de trouver la manière de voir qui va nous permettre d'être au mieux dans telle situation, de fonctionner au mieux, d'être le plus ouvert possible, de souffrir le moins possible d'une situation, de l'accueillir au mieux et de pouvoir être le plus juste, le plus ouvert, le plus aimant. Donc là, on peut voir comment, dans ces deux exemples, on peut voir comment à travers le concept, à travers l'idée, suivant le concept qu'on utilise, on a un ressenti qui change. Notre expérience d'une situation change en fonction du concept, de la manière dont on la conçoit. Tout ça est très, je pense que voilà, là, jusque-là, c'est assez accessible comme discours, comme compréhension. Je pense que chacun d'entre nous peut voir comment on a des interprétations de la réalité qui fonctionnent, on a des interprétations de la réalité qui ne fonctionnent pas, et qui du coup nous mettent en difficulté et nous font être, nous font répondre à ce qui se passe d'une façon qui ne fonctionne pas du tout. On en a beaucoup des interprétations comme ça. Mais aussi de voir que il n'y a pas une réalité vécue indépendamment d'un concept et d'une interprétation. D'après Robb, donc je parlais de Robb dans l'introduction du premier discours, d'après Robb, il n'y a aucune perception qui existe indépendamment de l'interprétation, du concept. Ça n'existe pas. Et récemment, je lisais un livre de Mathieu Ricard qui est en discussion avec un neuroscientifique allemand, Wolf Singer. Et dans ce livre, il y avait ce passage que je vais vous lire. J'ai déjà abordé ça, mais c'est pour le dire plus dans un langage approprié. Donc, neuroscientifique, un gars qui étudie le cerveau avec tout un tas d'appareils. Ils ont fait énormément, ces 15 dernières années, 20 dernières années, énormément de progrès et toute activité cérébrale est remarquable. Il est possible euh, de la mesurer. Ils en reviennent à des conclusions qui sont parfois très intéressantes. Et ici, donc, Singer dit, le cerveau compare les signaux émis par nos organes sensoriels. Donc, le cerveau compare les signaux émis par nos organes sensoriels à la base de connaissances du monde qu'il possède. Donc, dans le cerveau, il y a une base de connaissances du monde. Et quand il y a des expériences sensorielles, il compare à cette base de connaissances. Cette connaissance, elle est a priori, c'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance qu'on a acquise avec le temps. Elle était là dès le départ. À la naissance, en fait, toute l'architecture, je le disais, je pense, dans le discours précédent, l'architecture cérébrale est déjà en place. Et donc, cette connaissance est déjà en place. C'est cette manière dont le cerveau va fonctionner. Il est formaté pour interpréter de la sorte. Et donc, cette connaissance est aussi implicite dans le sens où on n'est pas conscient, en fait, qu'il y a cette interprétation. Donc, le cerveau compare les signaux émis par nos organes sensoriels à la base de connaissances du monde qu'il possède et reconstruit ce qui nous apparaît comme la réalité. Là, vous voyez, là, quand on entend ce genre de choses, je me demande comment vous recevez ça.
Comment c'est reçu? Est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se ferme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dit, mais à quoi ça peut me servir ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ou c'est trop compliqué pour moi? Ou au contraire, waouh! Ou est-ce que ça ouvre? L'idée ici, c'est que ça ouvre de nouvelles questions sur euh, la réalité de la réalité qu'on perçoit. Sans ces questions-là, euh, cette approche du dharma que je veux introduire ici n'est pas vraiment accessible. Ça ne va pas avoir de sens, en fait. Si on reste avec une certaine certitude que la réalité qu'on perçoit est plus ou moins telle qu'elle existe de façon objective, indépendamment de la manière dont nous nous percevons, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir accéder à ce genre d'introspection et d'exploration. C'est OK, hein? Mais voilà. Ici, le but, donc, c'est de remettre, de réouvrir des questions, de fragiliser des certitudes qui sont implicites. Des certitudes qu'on ne sait même pas qu'on a. Un des enseignements, un enseignement très connu citation très connue de Bouddha qui s'appelle Chittamatra, l'enseignement. Ah, c'est en anglais. Ok, donc, et qui dit les choses apparentes, donc toutes les choses qui nous apparaissent, extérieures à l'esprit, n'existent pas. Alors, c'est un enseignement qui a été très questionné et souvent, le discours du Bouddha était aussi beaucoup plus métissé. Là, il y a beaucoup de grands sages qui disaient qu'il a utilisé cet enseignement, il l'a dit une seule fois visiblement comme ça, d'une façon aussi extrême. En général, il disait ni existant ni non existant. On y viendra, ça, à cette vision, ni existant ni non existant. Mais là, il va à l'extrême, il dit n'existe pas. D'accord? Et dans les commentateurs, ils disaient souvent que c'était justement avec le but de secouer en fait les certitudes. Donc les choses apparentes extérieures à l'esprit n'existent pas. Elles sont l'esprit dans différentes formes qui apparaît à lui-même. Les corps, les objets, les lieux, toutes ces choses sont l'esprit seulement, je l'affirme. C'est pas rien de dire des trucs comme ça, je trouve. C'est pas rien de dire des trucs comme ça. Et maintenant, je vais lire deux extraits d'un texte qui est très inspirant et sur lequel je pense j'ai beaucoup de travail personnellement. Et du coup, voilà, je vais vous proposer déjà un premier décodage. C'est un texte qui s'appelle Gerimananda Sutra et qui vient d'un discours entre Bouddha et un de ses plus anciens disciples, Ananda. Beaucoup de textes en fait viennent d'Ananda parce qu'il avait une mémoire phénoménale et du coup il est devenu là très tôt. En fait, on lui a demandé de suivre le Bouddha partout. Et le Bouddha, à partir du moment où il a commencé à enseigner, partout où il allait, il restait des gens qui pratiquaient, qui commençaient à créer des petits monastères. Et lui, il allait d'un monastère à l'autre. Seulement à la mousson, quand il pleuvait trop et qu'il y avait des sangsues partout et des serpents, il restait dans un monastère pendant 3 mois. Mais sinon, il voyageait d'un monastère à l'autre. Seul au début et puis avec Ananda tout le temps après, parce qu'Ananda retenait tout ce qu'il disait. Mémoire phénoménale, fantastique. Une grande partie des enseignements, parce qu'ils étaient retenus, ils étaient oraux, ont été retenus par Ananda. Et donc là, c'est une discussion directement avec Ananda. Et il dit à
Donc, c'est une discussion dans laquelle le Bouddha parle de 10 perceptions qui vont, donc 10 perceptions, qui, vous le verrez, c'est 10 perceptions qui veulent dire 10 manières de voir, qui sont libératrices. Et là, j'ai pris la perception de la permanence, qui est une des 10, et il lui dit, et qu'est-ce que la perception de la permanence, Ananda? En cela, un bhikkhu c'est un moine, en cela, un bhikkhu s'étant rendu dans la forêt, au pied d'un arbre ou dans un local vide, donc pour méditer, hein, souvent dans la forêt ou dans une hutte, ils avaient des huttes, considère ceci. La forme est impermanente. Vous n'avez pas besoin de noter, hein, je vous l'enverrai ce texte. La forme est impermanente. Le ressenti est impermanent. La perception est impermanente. Les constructions, donc les constructions, c'est les phénomènes mentaux, sont impermanents. La conscience est impermanente. Il demeure ainsi à observer l'impermanence dans ces 5 accumulations d'attachement. C'est accumulation d'attachement. Une autre manière, dans d'autres textes, c'est traduit comme solidification. On y viendra plus tard dans le discours ou le mois prochain. Voici, Ananda, ce qu'on appelle la perception de la permanence. Donc, vous voyez, dans ce qu'on a fait, dans la manière dont on a médité aujourd'hui, c'est bien sûr inspiré de cette approche. On s'assoit et on considère, et vous voyez, là, méditer maintenant, dans ce texte-ci, veut dire considérer. C'est méditer avec. C'est pas juste le moment présent ou les choses telles qu'elles sont. Il y a une idée qui va avec. Il y a un mariage du concept de la permanence avec la perception directe de la permanence. C'est là que c'est fin. C'est pas juste pleinement, comme souvent on entend parler beaucoup dans notre société, tout ce qui est mindfulness et pleine conscience est arrivé, et j'en pense grand bien. Mais c'est dans la méditation, il y a, il y a plus. Il y a ce mariage vraiment avec le concept. Et à ce stade, c'est indissociable. De nouveau, comme disait Rob, il n'y a pas d'expérience sans concept, sans un concept derrière. D'ailleurs, ça m'interpelle d'ailleurs quand j'entends dans, dans la Genèse le logos, et au début était le verbe, le logos. Si je me rappelle bien, c'est au début était le verbe était en Dieu et le verbe était Dieu. Et Dieu créa le monde, les choses, les phénomènes, le verbe. Vous voyez, donc, je ne sais pas, c'est juste une interprétation personnelle, mais le lien entre le concept et l'expérience, le lien entre le concept et la perception, il n'est pas clair. Est-ce qu'il y a une perception sans concept? C'est pas clair, ça, c'est clair pour personne. C'est pas clair en ce moment. En ce moment, c'est pas clair pour le monde de la physique. Est-ce que le monde est complètement existe de façon objective? Est-ce qu'il est dépendant de la perception? Je vous enverrai aussi une expérience de la physique quantique que certains d'entre vous ont déjà vue. C'est une expérience absolument. Certains physiciens disent que c'est la plus belle expérience de tous les temps, où c'est l'expérience qui a permis de démontrer que la matière n'était ni un corpuscule, ni une onde, où elle pouvait, en fait, elle avait la double qualité. Quand elle est observée ou mesurée, elle se comporte comme des particules, et quand elle n'est pas mesurée, elle se comporte comme une onde. Et donc quand je parle de concept ici, je parle bien plus que de la pensée, bien plus que de la pensée. Je parle de la conception, de la manière dont on conçoit. Il y a une notion d'en concevoir, il y a une notion de création. Dans quelle mesure est-ce que nos concepts sont créateurs? Jusqu'où?
Et plus loin dans le même texte, Garimananda Sutra, c'est un long texte, hein, j'ai vraiment pris 2 extraits. Il y a un passage qui s'appelle La présence de l'esprit sur la respiration. Toujours dans cette discussion du Bouddha, qui explique à Ananda ce qu'il veut dire par ces 10 perceptions. Et il lui dit, et qu'est-ce, Ananda, que la présence de l'esprit sur la respiration? En cela, un bhikkhu, toujours le même moine, s'étant rendu dans la forêt, au pied d'un arbre ou dans un local vide, s'assoit jambes croisées, maintenant son corps droit et mettant en place sa présence d'esprit en tant que priorité. Je relis ça, juste pour le mettre dans l'atmosphère et puis je continue. En cela, un bhikkhu s'étant rendu dans la forêt au pied d'un arbre ou dans un local vide, s'assoit jambes croisées, maintenant son corps droit et mettant en place sa présence d'esprit en tant que priorité. On connaît. Il s'entraîne, très important ce mot. Il s'entraîne. Il s'agit d'une pratique, il s'agit d'un entraînement. Il s'entraîne de cette manière. Je vais inspirer en contemplant l'impermanence. Je vais expirer en contemplant l'impermanence. Donc là, on peut reconnaître ce qu'on a fait tout à l'heure. L'inspiration, l'expiration est la base qui maintient la qualité d'attention, qui maintient l'ancrage. Mais ici, ce n'est plus l'inspire ou l'expire qui sert à apaiser l'esprit, parce que c'est le but en soi. Le but ici n'est pas en soi d'avoir un esprit paisible et de demeurer avec un esprit paisible, ce qui fait aussi partie des enseignements magnifiques et bien à faire. Mais ici, c'est pas ça le but. Le but, c'est de contempler la permanence. Donc, il s'entraîne. Je vais inspirer en contemplant la permanence. Je vais expirer en contemplant la permanence. Il s'entraîne. Je vais inspirer en contemplant le détachement. Je vais expirer en contemplant le détachement. Et là, dans mon interprétation, le Bouddha est en train de décrire un processus. Et ce qu'il décrit, c'est que quand, ancré dans notre respiration, nous amenons intensément devant nos yeux, à notre conscience, la réalité de la permanence, naturellement vient un détachement. Naturellement, la saisie qu'on a d'habitude sur les choses, ou dès qu'une pensée plaisante arrive, hop, on est emporté, ou dès qu'une pensée déplaisante est là, oh non, on veut que ça change, ou dès qu'il y a un moment plus paisible qui est là, on veut que ça continue, et dès qu'il y a une petite douleur dans le dos, on voudrait que ça s'arrête. Il y a un détachement de tout ça qui s'installe. Sachant que toutes ces choses sont impermanentes, on n'a plus, naturellement, on perd cette tendance à s'y accrocher. Ça continue, mais je vais reprendre ce passage-là. Notre bhikkhu, assis au pied de son arbre, il s'entraîne. Je pense que le il s'entraîne est très important parce que ça veut dire qu'il rate tout le temps, comme nous. Avec la sensation, j'y arrive pas, je suis perdu. C'est quoi exactement que j'observe? La permanence. C'est brumeux, c'est pas clair, et puis on part complètement et puis on revient. Ça fait partie de l'expérience. Niels Bohr, père de la physique quantique, disait un expert, c'est quelqu'un qui a commis toutes les erreurs possibles dans un domaine précis. Voilà, donc pour devenir expert, il faut pas arrêter de se planter avec la permanence. Il faut essayer encore et encore et encore. C'est un entraînement. C'est important ça, parce que sinon on peut vite avoir la possibilité qu'on n'y arrive pas en fait. L'idée. Et encore une fois, si on a l'idée qu'on n'y arrive pas, ce concept va affecter notre expérience jusqu'à peut-être même s'arrêter de pratiquer. C'est juste une idée au départ. Bref, il s'entraîne, notre bhikkhu. Je vais inspirer en contemplant la permanence. Je vais expirer en contemplant la permanence. Je l'ai vu dans la traduction anglaise, en fait, et je préfère, j'aurais dû même le corriger ici.
j'inspire plutôt que je vais inspirer. Parce que je vais inspirer, ça reste une idée. Tandis que là, j'inspire en contemplant l'impermanence et j'expire en contemplant l'impermanence. Ce faisant, quand il est bien dedans, qui contemple la permanence, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un lâcher prise. Et à ce moment-là, c'est j'inspire en contemplant le lâcher prise. J'expire, donc le détachement. J'expire en contemplant le détachement. Naturellement induit par la vision de la permanence. Il est là et je l'observe, je le reconnais, je reconnais sa présence. Il continue. Il s'entraîne. J'inspire en contemplant la cessation. J'expire en contemplant la cessation. Donc là, parce qu'il y a un détachement, qui est une forme finalement de désintérêt, de ne plus pour un temps être intéressé par la recherche de satisfaction dans les phénomènes, par je voudrais que ça soit comme ça, ou un peu plus comme ça, ou un peu moins comme ça, je voudrais que ça s'en aille et ça revienne. Il n'y a plus d'intérêt pour ça, c'est parti. Et du coup, quelle est notre expérience? La cessation. La cessation de quoi? La cessation, c'est très graduel, mais la cessation de l'expérience de soi. Déjà, tous les processus psychologiques sont à l'arrêt, l'activité mentale est à l'arrêt, et donc toute une partie de l'image de nous, notre personnalité, nos tendances, notre histoire et tout ça est à l'arrêt, elle n'est pas là. La cessation de tout ça, il reste nous dans une forme de présence très dénuée finalement, et très universelle, beaucoup moins spécifique, beaucoup moins moi plutôt ceci et lui plutôt cela. Donc la cessation des processus psychologiques de l'identité, juste peut-être encore à ce stade, prenons un sens juste d'être qui est encore là. La cessation des phénomènes, si les phénomènes ne sont plus je veux ça, je ne veux pas ça, je veux ça, je ne veux pas ça, je veux ça, je ne veux pas ça, les phénomènes, ils arrêtent de se présenter. La cessation des phénomènes. Je contemple la cessation des phénomènes. Et je contemple la cessation de la perception du temps. Parce que, comme je le disais, ces trois-là, et ça c'est au cœur de notre exploration, c'est comment ces trois-là se construisent en même temps, disparaissent en même temps. Et dans notre expérience, on peut le remarquer, et c'est à ça qu'il faut être attentif. Et c'est pour ça, dans ce contexte de ces trois retraites sur la longueur des 3 mois, c'est le but de l'observation, c'est de voir ce phénomène de construction, d'apparition et de disparition. L'impermanence, comme je l'ai expliqué au début, et c'est extrêmement important sur tout son aspect libérateur, qui nous permet de beaucoup mieux fonctionner dans notre quotidien, qui permet d'apaiser l'esprit, mais on rajoute une intention dans notre exploration maintenant. C'est d'utiliser l'impermanence, la vision de la permanence, de manière à ce que ça génère un certain détachement. Parce que ce détachement va entraîner une cessation. Et c'est ce phénomène-là qui nous intéresse. C'est la connaissance, la reconnaissance et la compréhension de ce phénomène qui est libératrice. Pas juste l'expérience. L'expérience de la cessation, si elle n'est pas comprise, elle peut être reproductible. Donc, par la pratique de la méditation, on peut venir à un esprit paisible, encore et encore et encore. Mais tant qu'elle n'a pas été comprise, reconnue, elle n'est pas libératrice. Ou seulement libératrice dans une certaine mesure. Parce que quand on voit comment l'identité va et vient, le temps va et vient, les perceptions des objets
la perception des objets va et vient, on commence à connaître le fonctionnement, on commence à reconnaître en fait la nature de la réalité. Un petit texte de Aryadeva, un autre sage bouddhiste, qui disait « Celui qui voit la réalité atteint la demeure suprême. Mais celui qui entreperçoit juste un petit bout de la réalité en bénéficie déjà énormément. » Ça, je voulais le mettre parce que pour certains, ça peut paraître être oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est loin cet objectif et dans quelle mesure est-ce que c'est utile pour moi et il faut y dédier tellement de temps et c'est des questionnements tellement complexes et tout ça. Mais juste d'ouvrir un petit peu la porte de réouvrir un petit peu la possibilité que la réalité est très différente de la manière dont on l'aperçoit, ça ramène le regard d'enfant. Parce que ça s'est vachement solidifié, notre manière de percevoir le monde et nous-mêmes, avec le temps. Solidifié, j'aurais presque envie de dire, c'est péjoratif, mais j'aurais envie de dire sclérosé quelque part. En tout cas, dans certains domaines. On a une vision très rigide de la réalité et de nous-mêmes. Et même si c'est une vision positive, c'est pas très goûtu. Il y a mieux. Et donc réouvrir, fragiliser un petit peu cette vision pour retrouver un regard d'étonnement, un regard d'enfant, ça fait énormément de bien. Et c'est ce que nous dit Aryadeva. Mais celui qui entreperçoit juste un petit bout de réalité en bénéficie déjà énormément. Donc, le sage doit cultiver cette compréhension en observant les phénomènes. C'est différent comme discours de observer les phénomènes pour être en contact avec les choses au moment où elles se présentent parce que cela apaise l'esprit. Grandiose, nécessaire, important. Mais ici, c'est autre chose dont il s'agit. On rentre dans un processus de connaissance qui parle de compréhension, pas simplement du moment présent parce que le moment présent apaise l'esprit. Donc ici, dans cette journée de retraite à la maison, je vais essayer de nouveau de remettre le doigt sur ces deux objectifs qui sont tous les deux en lien avec la permanence. Il y en a un qui est de voir la permanence encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une évidence tellement évidente que notre esprit l'aura appris et qu'on pourra voir toute chose quand on le veut avec ces lunettes-là. On pourra voir les choses et se connecter aux choses et à la vie en connaissant la permanence, ce qui réveille énormément la vie. Donc, ça, c'est de nouveau, c'est le langage neuroscientifique dirait que ça, c'est la capacité de résilience de l'esprit, de neuroplasticité, en fait. C'est-à-dire que si on est très attentif à la permanence de façon régulière, l'esprit va être informé de cette expérience répétée et peu à peu, ça va devenir, par défaut, on sera conscient de la permanence. Ce qui est extrêmement libérateur. Je ne vais pas refaire la liste de tous les bienfaits et ça existe dans plein de discours. Donc on essaie d'être suffisamment familier avec la permanence
de manière à pouvoir reprendre ce point de vue quand on veut, comme ça, sans devoir refaire tout un chemin parce que c'est un petit peu calcifié. Non, la permanence, tac, direct, ah oui, c'est vrai. On voilà, et cette manière de voir sera disponible, on peut aller la chercher quand on veut. Elle sera même quelque part tout le temps dans le regard, un petit peu, même si on n'y pense pas. Implicitement, elle sera inscrite. On ne pourra plus vivre comme si on était permanent. On pourra, on pourra voir la beauté qui se dégage des choses fragiles. Ça, c'est une des raisons pour laquelle on cultive la permanence. La deuxième raison pour laquelle on cultive la permanence, c'est parce qu'en cultivant la permanence, on va pouvoir atteindre, les deux raisons se mélangent bien sûr, on va pouvoir atteindre une certaine paix de l'esprit. Donc ça, on pourrait dire presque que c'est une deuxième raison. Et aussi, essentiel dans cette approche, la paix de l'esprit n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand l'esprit est paisible. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se transforme dans mon expérience? Qu'est-ce qui n'apparaît plus quand l'esprit n'est pas actif? Parce que c'est ça qui va nous dire, quand l'esprit est actif, il crée une partie de la réalité. Ça, on le sait, et si vous ne le savez pas, renseignez-vous de partout. Vous trouverez des évidences de ça maintenant, de tous les côtés spirituels et scientifiques. Donc, on a l'occasion en tant que méditant de ralentir l'esprit, de ralentir le temps, d'observer en détail, très précisément. Rappelez-vous, quand on observait les sensations dans la main, combien de fois est-ce qu'on fait ça dans une vie? Là, on va voir en détail. On voit les phénomènes dans leurs microsecondes et dans toute leur subtilité. Donc, quand on ralentit l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Quand l'esprit devient silencieux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui disparaît? Parce que ce qui disparaît nous apprendra sur ce qui apparaît quand l'esprit apparaît, sur ce qui est dépendant de l'esprit, sur ce qui existe quand l'esprit existe et n'existe pas quand l'esprit est à l'arrêt. Alors, il serait étonnant que tout le monde soit intéressé par cette deuxième option. On a des chemins, on a des affinités avec des styles, avec des chemins. Il faut voir pour vous ce qui résonne. Peut-être que juste et simplement la pratique de l'impermanence en soi résonne et pas forcément cette recherche métaphysique de voir quelle est la partie, quelle est la nature de la réalité, comment est-ce qu'elle est construite, est-ce que la réalité existe quand, quand l'esprit se pose, par exemple, là, c'est une manière d'exprimer la question, peut-être que ça ne résonne pas pour vous. Et c'est OK, c'est tout à fait OK. Ce serait étonnant que ça résonne pour tout le monde. Juste de pratiquer la méditation pour poser l'esprit, si, si pour vous, quand vous faites ça, waouh, ben c'est super, c'est super. Et pour ceux pour qui ça résonne, à ce moment-là, eh ben, il y a, il y a besoin de nourrir ça, de nourrir ce feu, d'amener de l'oxygène à ce feu, du bois à ce feu. Il faut aller chercher des informations, chercher dans toutes les directions.
Merci pour votre écoute.